Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie d'être là aujourd'hui pour pouvoir faire cette conférence. Donc, le titre, il est peut-être un peu étonnant par rapport à ce qu'on peut voir sur des talks de design, mais mon ambition, c'était vraiment de pouvoir vous partager la différence un peu entre ce qu'on peut apprendre en théorie et ce qu'on peut voir en pratique, sous l'aspect un peu des sciences cognitives. Je pense qu'on a beaucoup de choses à apporter à notre manière de designer. Hop. Est-ce que ça... Yep. Donc rapidement pour me présenter, en gros je dirige un studio de design qui s'appelle Carré Sauvage. On est spécialisé en expérience utilisateur et j'ai monté pas mal de sociétés à côté parce que j'aime bien le côté entrepreneuriat et start-up sur différents secteurs. Donc aujourd'hui, il y a un écart entre la théorie, ce que je disais tout à l'heure, en design et la réalité de ce qu'on a besoin de faire au quotidien. Donc si vous êtes designer, je pense que vous avez vu qu'il y a quand même une grosse diff des fois entre les méthodologies, tous les process et la réalité d'exécution, notamment parce que le design, c'est pas un job individuel, c'est-à-dire c'est pas un job d'artiste individuel avec juste une volonté personnelle, c'est un process où il y a énormément de personnes normalement qui sont censées collaborer, donner leur avis, avoir du feedback et itérer. Et tout ça, quand on a beaucoup d'humains, forcément, ça fait que le process initial, il n'est pas forcément aussi parfait, linéaire, que ce qu'on attend de base dans les méthodologies du UX, de design thinking ou autre. Donc dans la vraie vie, être créatif, ça demande à la fois aujourd'hui, en 2024, beaucoup moins d'efforts techniques. On a de plus en plus d'outils, d'automatisation, de capacités par rapport à ce qu'on avait avant. Je veux dire, moi, quand j'ai démarré en 2012-2013, c'était une grosse galère. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu les sketchs qu'on s'envoie ou les Photoshop avec les versions où on devait collaborer, mais je ne sais même pas comment on a fait. Genre maintenant, j'ai un gros doute de me dire comment on arrivait à s'en sortir avec autant d'itérations et de versions possibles à échanger. Alors qu'aujourd'hui, on peut avoir Figma, c'est la vie. Hein, genre, on peut tous collaborer, échanger, mettre des commentaires, même s'il y a plein de problématiques autres. Mais ça s'est quand même amélioré. Et d'un autre côté, pendant que cet effort technique il descend, on a un effort cognitif qui est complètement supérieur. Parce qu'on est dans un monde qui a beaucoup changé entre les nouvelles technos qu'on doit utiliser et tous les réseaux sociaux et toutes les injonctions qu'on peut avoir. On a aussi des pratiques qui font que le design, ça s'est complexifié dans la manière créative. Non. Ah, je ne sais pas comment on revient. Non, c'est bon. La panique. Ok, donc on n'est pas seul dans nos têtes et dans nos corps. C'est ça sur lequel je veux revenir dans ce talk. C'est pour ça que je parle dans la vraie vie, parce qu'il y a une différence entre la jolie théorie et une fois qu'on est seul avec sa tête et son cerveau, on oublie souvent qu'on est hanté par des fantômes qui sont soit lointains, soit récents. Donc pourquoi je vous parle de fantômes à une conférence de design ? Je vous propose, si jamais vous avez un stylo, un papier, là j'ai mis quelques feuilles si vous voulez, ou si vous voulez faire l'exercice, vous pouvez le faire aussi juste visuellement, en fermant les yeux, en imaginant. Mais si vous avez un papier, un crayon, un carnet, on va faire juste un petit test. On va prendre à peu près 15 à 20 secondes à chaque fois, et je vais vous demander juste de faire ce qu'on a sur la slide à chaque fois, de crayonner ce qui vous vient à l'esprit, ou de le noter, ou de le visualiser. Ça marche ? Ok, c'est parti. Premier truc, je vous demande de designer une cuillère à café. Hop, je vous laisse faire ce qui vous vient en tête, en petit dessin ou en visualisation. Il y a j'ai ramené des feuilles et des stylos s'il y en a qui veulent tester. On est bon, ça dessine. Ok, on va avoir un deuxième. Deuxième, une laisse pour un petit chien. À quoi ça ressemble une laisse pour un petit chien ? On est bon sur la laisse pour le petit chien. Vous avez une idée de à quoi ça ressemble ? Troisième, on va être plus dans le design, un moteur de recherche pour un site de réservation d'appartements de vacances. À quoi ça ressemble un moteur de recherche ? Qu'est-ce que vous visualisez ? À quoi ça ressemble ? Qu'est-ce qui vous vient en tête ? Il y a de la collaboration
Hop. Le quatrième, une structure, juste la structure en wireframe d'un site de streaming de série. À quoi ça ressemble pour vous rapidement? Qu'est-ce que vous pouvez drafter? Qu'est-ce que vous visualisez si je vous dis, bah ok, on voudrait designer une structure de site de streaming? Faites-le vraiment à l'arrache rapidement, juste pour voir c'est quoi les premières choses qui émergent, qu'est-ce qui pour vous vous paraît évident, ou qu'est-ce qui vous vient. Et le dernier, un composant de paiement à intégrer dans un service tiers. À quoi ça ressemble un composant de paiement pour pouvoir faire du paiement par carte bancaire dans un service tiers? Et là, on se dit que la petite cuillère, c'était quand même plus simple que le démarrage. Il y a eu un petit écart entre les deux. Ok, donc je ne suis pas devin, mais il est possible que, ou là en fait c'est une conférence de mentalisme, c'est parti. Il est possible que si vous montrez vos designs, il y ait des composants ou des choses qui soient assez similaires les uns avec les autres dans la manière dans laquelle vous avez conceptualisé, imaginé ou visualisé les premiers designs qui vous sont venus à l'esprit. Donc, est-ce que vous avez fait preuve de créativité ou est-ce que vous avez été hanté par certains fantômes qui font que ça a complètement influencé ce que vous êtes venu proposer ou les premières idées que vous avez commencé à drafter? Ah bah c'est bien. Pourquoi ça marche pas? C'est le temps que ça charge? Ah c'est drôle. Eh ben si ça ne charge pas. Donc normalement ce que j'avais mis là, c'était l'entièreté des screenshots des marques les plus connues. Donc une petite cuillère, est-ce que vous avez designé une petite cuillère classique ou est-ce que vous avez réfléchi à faire enfin une petite cuillère assez design sur lesquelles on peut l'attacher sur une tasse? Est-ce que vous avez plutôt pensé sur les réservations de vacances à un site comme Airbnb ou Booking, ou est-ce que vous avez fait quelque chose qui est complètement différent des patterns? Pareil pour le streaming, est-ce que vous avez pensé à Amazon, à Netflix? Voilà, c'est quoi les différentes marques? Et généralement, c'est pour ça que j'avais mis, je vous renverrai les slides, mais quand on voit les exemples entre les premières idées que vous avez draftées et les patterns les plus connus, bah, on a juste recopié-collé ce qu'on a déjà vu et ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Et donc ça, hop, c'est moi, je suis vraiment hyper nulle avec les clickers. Youp. Donc, il y a des fantômes qui traînent par là et qui font que ça va complètement influencer notre manière de designer. Donc le but de cette conférence, c'est à la fois d'identifier un fantôme, c'est quoi un fantôme, de pouvoir comprendre l'installation de ces fantômes dans votre tête et de dire bah, ce moment où ils vous hantent, d'apprendre à développer ensuite sa créativité et de pouvoir faire un échange ensuite de questions-réponses. Donc pourquoi je suis pas seule dans ma tête et vous non plus? Bah, c'est la réponse, la joie, le bonheur, les biais cognitifs, on adore. Donc les biais cognitifs, c'est quoi? En fait, là ça va être un peu... Genre, si j'ai aucune image, qu'est-ce qui se passe? Là, je peux pas. Ah, c'est bon. C'est le temps que ça arrive. Donc, les biais cognitifs, ça répond à 4 problèmes. Soit il y a trop d'informations, d'accord? Donc, s'il y a trop d'informations, votre cerveau il va trouver une stratégie pour pouvoir traiter la somme des informations et il doit prioriser. Il n'a pas une charge cognitive assez importante pour traiter l'entièreté de toutes les informations qui ne sont pas juste les mots ou ce que vous voyez, mais toutes les informations sensorielles que vous allez pouvoir avoir. Le deuxième, c'est quand ça manque de sens ou qu'il y a des trous dans la raquette, votre cerveau, il déteste ça, et c'est, je pense, le plus grand piège quand on est designer, c'est qu'il va inventer, tranquillement, ce qui manque dans les trous pour que ce soit logique. Donc c'est là où, en fait, on a évidemment des biais qui sont très importants dans la créativité. Le troisième, c'est la mémorisation. Comment on fait pour que dans toute notre vie, ce soit stocké, organisé et réutilisable. Donc que vous puissiez vous souvenir facilement et que vous ayez cette mémoire qui fonctionne. Bah, pas de chance, il y a aussi des biais dans la manière de ce qu'on va retenir, de l'importance qu'on va donner à certains souvenirs par rapport à d'autres. Et le dernier, c'est l'urgence. Alors quand on est dans une situation de peur, de stress ou d'urgence, alors là c'est fini. Genre, on a un comportement qui est complètement prévisible et qui fait qu'on est complètement manipulable dans certaines situations. Donc ces 4 typologies de biais, en fait ces biais cognitifs, pourquoi on les range à peu près dans ces 4 catégories, c'est que ça nous permet d'avoir une idée de comment ils vont impacter ensuite notre créativité. Donc comment ça marche un biais cognitif? À la base, quand vous prenez une décision, quand vous devez faire un choix, bah, vous avez une intention de démarrage, de devoir créer quelque chose, de vouloir faire quelque chose.
On a une évaluation des coûts et des bénéfices dans votre cerveau, donc évaluation de tous les choix possibles et de toutes les solutions. C'est-à-dire que c'est l'ouverture de se dire je vais pouvoir comparer entre différentes versions. Et ensuite, je vais prendre une décision ou faire une action. Donc ça, c'est ce qui se passe normalement en théorie. En pratique, on passe de l'intention directement à l'action. Donc le biais cognitif, il est là pour nous faire gagner du temps. C'est vraiment l'autoroute, ça va très vite. Et comment et pourquoi on a des biais cognitifs? C'est juste que, ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a tellement d'informations, il y a tellement de choses qui manquent de sens, c'est impossible aujourd'hui que vous soyez en train de réfléchir pour la moindre décision, de se dire qu'est-ce que vous mangez au petit-déj, quelle fringue vous allez mettre. Il y a des choses, vous allez faire des patterns pour que ça se répète et pour que ce soit plus rapide et que dans votre journée, vous ne soyez pas fatigué à 10h le matin en vous disant voilà, j'ai épuisé l'intégralité de ma charge cognitive de ma journée. Donc ça me fait un petit truc quand je pense aux femmes avec la charge mentale, voilà, c'est très warrior quand même. Hop. Et donc, est-ce que ça marche? Je n'ose plus cliquer 2 fois. Donc on agit très très souvent de manière automatique en réponse à nos expériences passées. Dès que vous allez vivre une expérience pour une première fois, on va se dire ok, elle était agréable, pas agréable, et en fonction, si elle était agréable, votre cerveau va chercher à la répéter. Donc c'est le principe de se dire on mange du sucre, on a envie de remanger du sucre derrière, c'était sympa. C'est pour ça que ça demande un peu d'effort si vous aimez grignoter. Voilà, moi je fais partie de cette équipe, je bouffe du chocolat toute la journée. Et si c'était désagréable, votre cerveau va tout faire pour éviter que ça se reproduise. Mais vraiment éviter, même des trucs qui étaient un tout petit peu désagréables, ça va prendre une ampleur qui va être vraiment importante et vous n'en avez même pas forcément la conscience. Vous allez juste vous dire, ok, en fait, j'aime pas ça. Mais non, en fait, c'est pas que t'aimes pas, c'est qu'un jour, ça s'est mal passé et de peur de ressentir à nouveau une émotion désagréable, il y a toute une stratégie en place pour ne jamais reproduire ce truc-là. Sachant que les expériences, on sait aujourd'hui que nos expériences de vie de 0 à 7 ans sont hyper importantes et que c'est là qu'en fait tous ces schémas se mettent en place, dites-vous qu'il y a des choses dans lesquelles vous réagissez encore au quotidien, où vous vous vexez, je sais pas, pour quand quelqu'un vous dit un truc ou n'importe, ça date peut-être de quand vous avez 4 ans et que on vous a demandé de partager votre goûter, vous avez dit non et on vous l'a mangé, quoi. C'est peut-être des actions comme ça dans votre vie qui font qu'aujourd'hui vous vous embrouillez avec vos collègues ou que dans un atelier créatif, il y a des choses qui marchent pas. C'est quand même fou. Donc, je vais faire le parallèle, c'est de se dire, je ne sais pas pourquoi, peut-être que j'attends. Ça a marché tout à l'heure. Youp. Je vais voir si ça charge. Du coup, j'ai sélectionné 6 types de biais pour vous donner un peu ceux qui ont le plus d'impact sur la partie design. Le premier, c'est le biais de confirmation. C'est de se dire que tout ce que vous avez, tout ce qui confirme, quand quelqu'un dit ou fait quelque chose qui va dans votre sens, vous allez lui donner encore plus d'importance, vous allez surévaluer. Donc c'est là où on a une problématique, c'est que quand ça se passe exactement comme vous aviez dit que ça allait se passer, alors là, on est au top de l'ego, et donc on va se dire, on avait forcément beaucoup plus raison. Donc on va chercher des informations qui confirment ce qu'on pense. Donc vu que la créativité et l'innovation, c'est s'ouvrir à autre chose, c'est découvrir des potentiels, on a déjà un fonctionnement cognitif et humain qui est à l'opposé de ce premier principe-là, qui est de se dire surtout, on continue de faire comme ça a toujours marché. Donc quand on se parle de durabilité, d'écologie, de changement de système, on se dit mais je comprends pas, pourtant c'est rationnel, on a les rapports du GIEC, on a plein de trucs, pourquoi on change pas? On est équipé d'un biais de confirmation. Jusque-là, on est vivant, notre cerveau part du principe que c'est une réussite. Nous sommes vivants, tout va bien. Demain, on verra. L'effet d'halo, ça veut dire qu'on va donner... on va se laisser influencer, c'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, est super compétent dans un secteur, je sais pas, a été, on va prendre un exemple classique, un chanteur, on va se dire il est hyper sympa, il chante super bien. Si demain il fait une marque de fringues, on va dire mais c'est génial. C'est-à-dire qu'on va lui attribuer des qualités sur des choses qui n'ont rien à voir avec la première chose initiale. Mais c'est plus facile. C'est un espèce de rayonnement, et donc c'est pour ça que l'influence, ça fonctionne très bien aujourd'hui. C'est qu'on participe de ce rayonnement. Et vous avez des influenceurs qui vous vendent des compléments alimentaires, des trucs pour le sport, et ça marche. Ou pas, mais... Le troisième, c'est l'effet Einstein. C'est, en gros, le principe, c'est, je pense, le pire en design, c'est quand on a un blanc et qu'on n'arrive pas à trouver d'autres situations. Je ne sais pas si vous est arrivé de se dire, j'ai fait un premier design, et j'arrive pas à itérer, j'arrive pas à trouver une autre manière de proposer une autre solution. En fait, c'est juste que quand votre cerveau il a trouvé une solution qui était évidente du premier coup, il bloque, il n'arrive pas à avoir d'autres possibilités. Il est obsédé par la solution simple qu'il a en tête.
Et donc ça fait que quand vous êtes en équipe, si jamais vous êtes bloqué comme ça, on va avoir du mal à vous bouger. Parce que juste cognitivement parlant, votre cerveau, il a bloqué sur une solution qui était évidente. Il y en a peut-être une meilleure, mais elle demande de l'effort et de la charge cognitive, et du coup, vous n'arriverez pas à y aller en forçant. Il va falloir contourner, et c'est là où les ateliers créatifs sont intéressants, c'est qu'il va falloir aller chercher plutôt dans la fiction et l'imaginaire pour raconter une histoire à votre cerveau, le laisser décrocher de la problématique actuelle pour pouvoir l'emmener ailleurs. Le quatrième, c'est l'aversion à la perte. On déteste perdre quelque chose. C'est-à-dire que si je vous vole 10 € et je vous les rends, vous êtes beaucoup plus content que si je vous avais donné 10 € de base. Donc la morale, c'est pas de voler les gens et de les rembourser, mais il y a un sujet de cette perte, on évite de perdre quelque chose. Alors quand on se dit je veux innover, je veux changer, je veux apporter des modifications, le principe c'est de perdre tout le temps. C'est tout le temps perdre ce qu'on a fait et de ne pas s'y attacher. Donc là déjà on voit qu'on a une problématique sur l'attachement à ce qu'on a déjà fait. Donc ça aide pas à avoir des nouvelles idées. Et encore, il y en a 180, donc on va pas faire les 180, on s'arrête à 6, mais c'est pour vous donner une idée de quand on se dit mais pourquoi les gens changent pas, mais pourquoi tout change pas. C'est déjà un miracle quand il y a des trucs qui changent quand même, parce qu'on n'est pas équipé forcément pour le changement et pour la prise de risque et pour aller vers des choses inconnues. Le biais de faux consensus, c'est quand vous pensez que les gens sont d'accord avec vous, alors qu'en fait, pas du tout. Genre, vous vous dites, mais c'est évident, genre on est tous d'accord, c'était la meilleure propale, tout le monde était d'accord. Non, vous pouvez être tout seul. C'est pas parce que les autres l'ont pas dit qu'ils n'étaient pas d'accord, c'est pas parce qu'ils ont juste souri en disant tant pis, que forcément les gens sont d'accord avec vous. Et donc ça, c'est un biais qui est vachement important en recherche utilisateur, en test utilisateur. C'est-à-dire qu'on va dire, je pense que la personne a vraiment bien aimé. Ouais, mais on a le biais de confirmation et en plus de faux consensus, c'est-à-dire que si la personne ne vous dit pas concrètement qu'elle n'a pas aimé, vous dites, franchement, je pense que ça passe. Et le dernier, c'est l'ancrage. On se fait avoir en étant hypersensible à la première information qu'on a sur un sujet. Alors ça, c'est le piège total. C'est-à-dire que la première data que vous allez afficher sur une interface, le premier truc, ça va influencer toute votre manière de lire toute la suite. Donc ça, c'est un petit peu... voilà. Donc 180 biais comme ça, qui nous donnent, si j'ai plus aucune image, ça fait... Prochaine fois, je crois. Ok, donc 180 biais qui nous donnent finalement quoi? Les dark patterns. Les dark patterns en UX, c'est une des solutions, c'est de dire on connaît bien ces biais, et vu que c'est un biais, vous vous souvenez, c'est automatique, c'est pas quelque chose que vous contrôlez, en fait, on peut vous manipuler très facilement en vous faisant faire des actions que vous n'avez pas envie de faire initialement, ou sur lesquelles, même quand vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez vous retrouver à le faire sans avoir vraiment le choix. Donc quand on parle de choix, de consommation, etc., faut vraiment se poser la question sur ce qu'on entend un choix. Un choix libre, parce qu'un choix obligé, ou très très orienté, c'est pas vraiment un choix. Donc est-ce qu'on est capable aujourd'hui de choisir librement? Moi, je pense pas. Je pense qu'il y a plein de choses qui affectent nos choix. Wow. Franchement, je suis nulle. C'est vraiment pas mon... Donc, comment on sait à quel point ça agit sur notre créativité, à quel point ça biaise? Je vais juste faire une mini parenthèse sur la créativité. La créativité, c'est la capacité de générer des idées. Donc, on cherche à avoir des idées souvent qui sont innovantes, qui sont disruptives, qui sont nouvelles, qui apportent quelque chose. Pas de faire un copier-coller et du standardisé. Même si sur le web, aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui sont standardisées. Normalement, nous, notre job, c'est d'être créatif, c'est d'aller chercher quelque chose de différent, de voir les choses différemment et de proposer des nouvelles expériences. Donc, si on est confronté toujours à ces dark patterns et que dans notre usage personnel, on est sensibilisé aux réseaux sociaux et tous les biais qui vont avec, de FOMO, d'aversion à la perte, etc., comment dans notre travail, on peut ne pas être influencé par toute notre vie personnelle sur lesquelles on y est confronté? Ça paraît presque impossible. Donc, on va en venir du coup aux biais créatifs. Les biais cognitifs vont forcément devenir des biais dans notre créativité. Et donc pour ça, c'est quoi les liens entre tous les fantômes du passé qu'on a de nos expériences perso et pro dans notre créativité? Le premier truc que je vous demande, c'est est-ce que vous êtes capable aujourd'hui d'évaluer un peu la santé de votre créativité? Vraiment, c'est ça, la santé de ma créativité, c'est où j'en suis en fait. C'est quoi mon bilan personnel créatif en tant que designer? Est-ce que c'est un truc que vous faites régulièrement, que vous posez en disant tiens, ce mois-ci, à quel point j'ai réussi à avoir des nouvelles idées? Qu'est-ce qui m'a bloqué? Quelles sont les croyances que j'ai qui me bloquent? Quelles sont les choses sur lesquelles je vois qu'en fait ça s'est pas passé comme forcément ce que j'avais prévu, etc. Donc pour vous donner quelques signes, je vous montre quelques signes d'une créativité qui est fatiguée, quelques comportements. J'aurais pu en lister
des centaines, hein. Mais c'est de se dire, ok, je pratique toujours la même méthode, je fais toujours les mêmes ateliers dans le même ordre, je me pose pas la question, c'est standardisé. Soit par choix, soit parce que dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, c'est devenu plus un job technique qu'un job créatif. Donc je différencie vraiment le côté design technique. Si vous faites des composants à la chaîne toute votre vie, c'est pas vraiment de la créativité, surtout dans Figma. Genre, pour moi, vous êtes des stars parce que je pourrais pas. Les feedbacks, comment vous les prenez? Si ça vous plombe et que ça vous affecte, et que ça affecte votre confiance en vous quand on vous dit qu'on n'aime pas ou qu'il y a une problématique ou qu'il faut faire une itération, bon, c'est déjà un petit signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que dans la recherche utilisateur, est-ce que vous avez tout de suite, vous faites toujours les mêmes protocoles en disant oui, je vais faire du questionnaire Cali par exemple. Mais en fait, le Cali, c'est une méthode parmi plein de méthodes de recherche utilisateur et des fois, c'est pas du tout celle qu'il faut faire. Mais moi, j'accompagne des entrepreneurs et des designers, j'en coach. Franchement, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'il y a des gens, c'est standardisé. Il y a beaucoup de gens qui ont des process. C'est des biais, on gagne du temps. Mais la problématique, c'est qu'on ne se pose plus la question de pourquoi on le fait et de est-ce que vraiment c'était la meilleure méthode pour le projet? Ou est-ce que vraiment ça sert à ce que j'essaye de résoudre? Est-ce que ça me permet de sortir de mon cadre ou est-ce que j'applique quelque chose avec lequel je me sens en sécurité? Parce qu'il y a aussi ce truc-là, en tant que designer, il y a énormément de personnes qui manquent de confiance en eux et qui sont plutôt dans ce truc de se dire je veux prouver qu'en fait je suis compétent, que je sais faire, etc. Bon, spoiler alert, il n'y a personne qui est en train de se dire nous allons vérifier, je l'attends au tournant, genre généralement c'est pas ça, ou alors il faut sortir si vous vous sentez menacé comme ça, mais normalement on doit pouvoir essayer des choses, c'est un job où c'est ça l'enjeu. Donc les tests utilisateurs, est-ce que vous les faites toujours avec des gens qui ont le même paradigme que vous, parce que les biais ils sont collectifs? Si vous venez des mêmes écoles et des mêmes environnements, vous allez avoir des biais sociaux, de vos milieux sociaux, de l'éducation que vous avez eue, etc. Donc votre représentation du monde, elle ne sera pas forcément complètement ouverte. Donc il y a vraiment l'importance de pouvoir s'ouvrir et d'intégrer des gens avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Je pense que c'est le truc clé. Il faut aller à la rencontre des gens, il faut être capable d'écouter des gens avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Et si ça vous énerve ou que ça vous fait peur, etc., on va en parler, mais c'est des fantômes du passé. C'est que normalement, on peut discuter de tout avec n'importe qui, sans s'emporter, sans s'énerver. C'est pas normal de s'énerver quand quelqu'un est genre. Ça reste qu'une manière de voir les choses parmi tant d'autres. Et vous avez personne à la vérité, personne n'est Dieu sur Terre. Donc du coup, tout va bien. Donc les grilles du X, les design systems. Donc voilà, je vous ai listé un peu les quelques symptômes qu'on peut avoir d'une créativité qui est fatiguée. Et à l'inverse, une créativité en pleine forme, c'est est-ce que les feedbacks, ça me nourrit? Est-ce que ça me donne des idées? Pas ce que je me raconte. Est-ce que vraiment, dans la réalité, ça change quelque chose? Est-ce que je les accueille de manière positive? Parce qu'après, il y en a qui disent oui, mais en fait, le feedback, il n'était pas hyper dit de manière bienveillante. Mais on s'en fout, en fait. En vrai, si vous êtes aligné avec vous-même, que le feedback, il soit dit gentiment, pas gentiment, le but, c'est de se dire, est-ce que vous avez su quoi en faire ou pas? Mais si on reste dans le domaine de la sensibilité, on fait rien. On se retrouve toujours accroché à se dire, la sensibilité à certains sujets, c'est de se dire, il s'est passé un truc désagréable dans le passé, du coup j'y suis sensible, donc je suis sur la défensive, donc je vais réagir quand on va me dire quelque chose. Mais la personne en face de vous, elle n'a pas l'historique de votre vie et de tout ce qui vous est arrivé, donc elle n'a aucune idée de quand elle va appuyer là, de ce que ça peut déclencher. Ou alors si elle le fait, c'est qu'elle est complètement perverse et là, il faut courir. Donc, j'ai des nouvelles idées, je fais de la veille créative, j'ai pas de problème à intégrer des gens qui sont non designers ou qui sont de d'autres écosystèmes. Tout ça est très ouvert et j'ai un terrain de jeu où je me dis que chaque jour, je fais quelque chose de différent par rapport à la veille. Je m'autorise à faire les choses autrement. Je m'autorise à changer mon process, à changer mes méthodes et à tester et à itérer sans qu'on me donne l'autorisation, la place ou quoi que ce soit. C'est même pas une question de se dire « Ah, mon manager ou pas ». C'est une question personnelle entre vous et vous-même, pour vous-même. Là, je dois le faire de tête, alors courage. Q, je ne sais plus sur quoi. Ah si, j'ai dû terminer sur... Oui, c'est bon, je l'ai. J'ai terminé du coup sur la mémoire, sur un atelier qui est hyper intéressant pour les biais. Si vous sentez que vous avez une créativité un peu fatiguée, je vais vous donner quelques clés après sur élever son design, mais c'est surtout, si vous ne connaissez pas le design fiction, c'est vraiment un truc sympa à faire que vous pouvez faire avec n'importe qui, avec des gens qui ne sont même pas designers, qui vous voulez. Les ateliers de design fiction, le principe, c'est de se dire, on part sur... on est aujourd'hui en 2024 et on va se projeter en 2080 avec un pitch.
Donc là, par exemple, j'ai fait travailler mes étudiants il y a 3 semaines en design fiction en leur disant « Ok, découverte scientifique, on se rend compte que les poules ont un gène qui font qu'elles sont 15 fois supérieures à l'homme. Qu'est-ce que ça change dans l'intégralité de la société ?» Et donc, en partant sur un truc qui est assez énorme et très différent de la réalité aujourd'hui, bon, je ne sais pas si un jour on découvrira que les poules sont supérieures finalement en intelligence, mais du coup, ça oblige à reframer l'intégralité de nos systèmes, de comment on fonctionne, sur l'alimentation, sur les outils, sur les pubs, sur tout. Et donc, du coup, l'objectif, c'est de commencer après par étapes à réfléchir, à drafter, à imaginer des possibles complètement différents et qui paraissent complètement délirants par rapport à la réalité où on est aujourd'hui. Donc, j'ai évidemment pris ça parce qu'il n'y a pas d'affect avec les poules. Genre, il n'y a personne qui est pro-poule, contre poule, donc du coup, il n'y avait pas de problématique. Voilà. Et ce n'était pas très clivant comme sujet. Et ça permettait en fait d'aller beaucoup plus loin. Donc pour terminer, pour élever son design, c'est quoi les clés, c'est quoi les outils que moi je vous propose, en tout cas si vous voulez aller vers d'autres horizons, faire des choses qui vous surprennent vous-même en tous les cas, où ce ne soit pas attendu. La première, c'est de ralentir. Vraiment, et c'est moi qui dis ça, c'est franchement, je pense que c'est le pire. Genre si les gens si mes proches voient cette slide, ils vont se dire c'est l'hôpital qui soude la charité. Ralentir dans le sens où quand vous êtes en train de créer quelque chose, si vous sentez que ça va trop vite, que vous avez la bonne réponse tout de suite, que tout est évident et qu'il y a l'autoroute, c'est un biais. Donc dommage, ça ne va pas être agréable. Donc là, il est possible que votre cerveau est en train d'effacer ce que je suis en train de dire en disant ça, on ne va pas le garder en mémoire, on l'efface, ça ne nous intéresse pas, on va garder notre biais de confirmation. Donc quand c'est évident, rapide, que c'est satisfaisant et que c'est très intense, c'est faux. D'accord ? On sait que ce n'est pas le bon chemin. En tout cas, ce n'est pas le seul chemin, et il y a peut-être d'autres chemins qui sont intéressants. Mais votre cerveau, il va vous leurrer pour pouvoir aller à quelque chose de rapide, satisfaisant et d'avoir la dopamine. Point barre. Donc, le but, c'est de prendre le temps et de changer de casquette en disant « Ok, si je suis quelqu'un d'autre, si j'arrive à être dans un jeu de rôle, donc si vous faites du théâtre, allez-y, parce que c'est vraiment le meilleur truc pour se mettre dans les baskets de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai fait du théâtre et c'est ça qui m'aide à pouvoir interpréter plein de personnages différents et de se dire, la même situation, je vais la vivre avec différentes émotions, différents contextes sociaux, etc. Le théâtre, c'est génial pour les designers. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse une méthode dessus. Et je vous propose un atelier qui est très simple, que vous pouvez faire, c'est que quand vous avez une idée, essayez de le faire, par exemple, cette semaine, si jamais vous avez des process sur lesquels vous travaillez. Dès que vous avez une idée, faites un travail de rechercher l'origine, comme si c'était pas vous, sans vous identifier à l'idée que vous avez eue, sans vous dire, c'est moi qui ai eu l'idée, mais essayez de vous dire, ok, cette idée, elle est venue dans ma tête, c'est quoi l'origine ? Où est-ce que j'ai vu ça ? Qui a parlé de ce truc ? Ça me fait penser à quoi ? C'est quoi le fil en fait, qui s'est fait inconsciemment dans mon cerveau pour que j'ai cette idée-là ? Et en recherchant l'origine, des fois, vous allez peut-être remonter à des trucs où vous allez faire genre « Ah, finalement, non. Finalement, je vais peut-être la challenger moi-même, cette idée, parce que quand je vois d'où elle vient, elle est peut-être pas utile à ma conscience. » La deuxième, et c'est mon cheval de bataille, je pense, c'est l'hygiène créative. Alors l'hygiène créative, c'est de se dire, en tant que designer, je pense qu'on est une population où on aurait vraiment intérêt à faire beaucoup plus de développement personnel, relationnel, etc. Parce qu'on a un métier qui est dur, où on doit travailler pour des gens qui sont différents de nous, trouver des solutions, avoir la responsabilité, moi j'ai toujours mis ça au cœur, la responsabilité de ce qu'on fait, que ça ne doit pas nuire aux autres. On en est loin aujourd'hui avec toutes les techniques un peu de dark pattern. Et on a besoin d'avoir une créativité qui doit s'entretenir encore plus quand on voit la morosité ambiante. Parce que plus on a des news, si vous regardez les news de peur, de guerre, de machin, etc., votre créativité, c'est impossible. Comment vous les créez dans l'angoisse et la peur ? Impossible. Votre cerveau, il est en mode survie. Donc, la créativité, ça s'entretient et vous pouvez faire une petite routine d'hygiène qui est de se dire, avant de faire un atelier ou avant de commencer à drafter un projet ou de travailler sur un sujet, videz votre cerveau. Dites-vous, c'est quoi tous les a priori que vous avez en démarrant ? Vous les notez et vous les mettez symboliquement à la poubelle. Genre vraiment, vous le faites en disant « Ok, ça c'est super, toutes ces idées que je sors, c'est des idées du passé que j'ai déjà fait. Donc, je les jette à la poubelle et je m'ouvre à d'autres possibilités. Je m'ouvre à comment je pourrais voir ce projet autrement. » Le deuxième, c'est, je le dirai jamais assez, c'est de faire le point sur ses croyances et ses blessures. Les fantômes dont on parle, c'est toutes les expériences passées. Quand elles ne sont pas traitées, quand elles ne sont pas guéries, je fais la pub pour les psys. Mais tant qu'il n'y a pas eu ce travail de fait dessus, ça va vous hanter, ça va rester avec vous. C'est pour ça que je parle de fantômes. C'est vraiment pour que vous ayez le concept. Ça ne partira pas comme par magie. Et donc ça va influencer votre créativité et votre capacité à voir les choses autrement. Et le dernier, c'est de sortir de sa zone de confort, donc de pouvoir aller sur d'autres
d'autres typologies en fait, de projets, de sortir des choses que vous faites habituellement et d'aller vous confronter à d'autres systèmes, d'autres personnes et d'autres environnements. On apprend à se lire, donc c'est toute la partie émotionnelle, donc d'identifier ce que je disais, les réactions émotionnelles et d'identifier les sujets qui vous blessent. C'est ça qui vous donnera une capacité après à avoir plus de pouvoir, plus de puissance et plus de liberté de créer. Parce que quand vous êtes dans l'émotionnel, c'est impossible de pouvoir avoir des idées ou de se sentir libre de pouvoir faire quelque chose. Vous allez chercher la conformité, vous allez chercher, vu que quand on a peur du rejet, de l'abandon, etc., c'est impossible de se dire je vais créer quelque chose qui potentiellement va me mettre en situation de rejet dans un groupe ou auprès d'une assemblée. Donc il faut une certaine confiance en soi et une certaine stabilité. Et pour ça, ça veut dire de pouvoir se libérer, d'avoir chassé les fantômes de base. Et le dernier, c'est n'être attaché à rien. Et en tant que designer, je vois tellement de chapelles, de gens qui s'identifient à des choses. Genre, je pense que c'est le pire truc pour pouvoir, au bout d'un moment, être dans un cercle où on tourne en rond. C'est laissez-vous le droit chaque jour de changer d'avis, de remettre en question vos goûts, ok, vous avez fait ça un jour, mais vous n'êtes pas attaché au choix que vous avez fait. Vous pouvez changer dans votre design, vous pouvez changer dans la stratégie que vous allez proposer. Continuez d'apprendre, de remettre en cause vos connaissances, de dire bah ok, moi je pensais ça il y a 5 ans, mais en fait finalement aujourd'hui j'ai un autre avis sur le même sujet. Et il n'y a pas de problème. Ça montre juste que justement vous avez fait un process. Et il y a 5 ans, vous n'aviez pas l'expérience que vous avez aujourd'hui pour vous rendre compte à quel point finalement c'était autrement que vous pensez aujourd'hui. Et de se dire il y aura dans 5 ans autre chose, vous serez normalement autre chose, d'autres personnes. Cultiver la liberté d'imaginer divers possibles, donc ça veut dire sortir aussi de toutes les injonctions qu'on a. Alors les injonctions autant écologiques, moi elles me posent autant de problèmes que les autres injonctions. C'est que tant que c'est des injonctions, on n'est pas libre, on n'a pas une possibilité de s'ouvrir et d'aller chercher, nous, c'est quoi la société qu'on a envie. C'est quoi vraiment cette capacité, juste avant les élections, c'est bien. Et de pouvoir aller s'entourer, d'aller à la rencontre des autres. Donc la conclusion, c'est si demain nous voulons une société plus saine et plus durable, en tous les cas c'est ce qu'on peut souhaiter, quel fantôme personnel on a à chasser et quel fantôme collectif on a à chasser pour pouvoir y aller d'une manière plus sereine, plus joyeuse et plus créative. Voilà, merci beaucoup.